merci d'être là, aussi nombreux. Mozart a écrit, parmi la vingtaine d'œuvres spécifiquement maçonniques qu'il a composées, il a écrit une cantate qui s'appelle « La joie maçonnique », « Maurer-Freude ». Eh bien, c'est une grande joie pour le profane que je suis d'être parmi vous ce soir et de venir vous parler effectivement de cette trajectoire maçonnique mozartienne qui est souvent évoquée, mais qui n'est finalement pas si bien connue que cela. À la fois, j'allais dire ses motivations, quelles étaient les motivations de Mozart, qu'est-ce qui fait qu'en 1784, le 14 décembre, il a intégré une loge maçonnique à Vienne. Et comment ça s'est passé, quelle est la nature, quel est le sens de sa musique maçonnique? Y a-t-il également, j'allais dire, des éléments qui renverraient à la maçonnerie dans ses œuvres profanes? Donc tout un tas de questions, si vous voulez, qui sont absolument passionnantes, qui font encore l'objet de recherches. Et je suis vraiment alors, très heureux de partager cette soirée avec vous. Alors le plan que je vous propose, je vais d'abord poser le sujet, j'aime bien en général poser les enjeux, donc l'introduction. Ensuite nous verrons effectivement quel était le contexte maçonnique, non pas de l'Autriche au XVIIIe siècle, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on va se concentrer sur la ville où Mozart a vécu les dernières années de sa vie, c'est-à-dire l'empire des Habsbourg, Vienne. Donc, quelle était, j'allais dire, la vie maçonnique à Vienne à cette époque-là? Ensuite, nous verrons quelle était la trajectoire. Je parlais tout à l'heure de la trajectoire maçonnique de Mozart. Mozart, effectivement, on peut dire, sans se tromper, qu'il a été un maçon convaincu, fervent, assidu, passionné. Voilà. Et puis ensuite, nous verrons dans un troisième temps, mais il y aura de la musique. Alors, il y aura pas mal de musique. On va écouter de la musique, tous ensemble. Et en troisième partie, nous verrons quelles sont les caractéristiques de la musique maçonnique de Mozart. Alors, j'ai été amené à réfléchir à ce sujet parce que j'ai écrit effectivement un livre sur la flûte enchantée en 2017 et j'ai été effectivement confronté à la question de savoir quels étaient les ingrédients maçonniques dans cet opéra. Alors, je n'aborderai pas du tout cette thématique ce soir parce que d'abord, j'ai consacré un livre et d'autre part parce que j'ai effectivement, comme Claude l'a rappelé, j'ai un certain nombre de conférences qui sont visibles sur YouTube où j'aborde cette question. Je crois que je vais avoir 3 ou 4 conférences sur la flûte enchantée sur YouTube. Alors, le sujet est passionnant effectivement parce que, en fait, on parle beaucoup de Mozart franc-maçon, mais au fond, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Je dirais qu'il faut, dans cette matière comme dans d'autres, vous savez, moi j'aime bien cette phrase d'Alain Finkielkraut à propos des grands textes de la littérature. Il dit quand on a affaire à un grand texte de la littérature, ou alors à la flûte enchantée ou au Ring de Wagner, il faut avancer sur la pointe des pieds. Vous voyez? Parce que l'œuvre et son créateur garderont toujours une part de mystère. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre, ou qu'on ne peut pas comprendre le sens de l'œuvre, mais elle gardera toujours, et j'allais dire Dieu merci, sa part de mystère. Alors, par exemple, les raisons de l'engagement de Mozart, on va y venir, elles ne sont pas très claires, puisque Mozart n'écrit rien sur le sujet. On ne peut qu'émettre des hypothèses. Premier point. Quels étaient par exemple aussi ses liens avec les fameux Illuminés, les Illuminés de Bavière, qui avaient été d'ailleurs un ordre, c'était une société secrète qui avait été interdite par le Charles Théodore, qui était le prince de Bavière. Donc, quels étaient ses liens avec les Illuminés? Est-ce que Mozart a été un Illuminé ou pas? Ça, c'est une question qui n'est pas encore effectivement complètement réglée. Et puis, par exemple, une autre question toute simple, Mozart a-t-il fait des planches? Aurait-il non pas seulement assisté à des planches, il a assisté à des planches, mais en aurait-il fait lui-même? Voilà, tout un tas de questions, si vous voulez, qui ne sont pas encore clairement établies par la musicologie à la fois française, un peu plus en Allemagne, on a un peu plus quand même dans les ouvrages en langue allemande de renseignements sur le sujet. Alors je crois qu'il y a d'emblée 2 travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, ça serait de minimiser l'importance que la maçonnerie a eue dans la trajectoire mozartienne. Se dire, au fond, d'accord, il était maçon, mais enfin voilà, c'est pas très important. Ça serait, me semble-t-il, c'est exactement comme dans la flûte enchantée, ça serait de nier complètement cette dimension. L'autre travers, me semble-t-il, ça serait d'y accorder trop d'importance, de systématiser. Vous avez des gens qui vous disent, à partir du moment où Mozart est entré en loge au mois de décembre 1784, donc, sa musique a été complètement transformée. C'est-à-dire que sa musique profane contenait des éléments maçonniques. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce qui va nous occuper également ce soir. Donc vous voyez, beaucoup de questions, on va essayer ensemble de trouver des réponses. Il y a un certain nombre de choses qui sont parfaitement établies par contre. Première chose, c'est que, effectivement,
la franc-maçonnerie à Vienne, mais à Paris aussi, à Londres aussi, bien entendu, mais en tout cas à Vienne à cette époque-là, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, elle joue un rôle très important. Très important. On peut dire que toute l'élite intellectuelle, administrative, politique, la noblesse, appartient à la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs à l'époque presque une mode. Vous voyez, Et pourquoi ? Eh bien parce que la franc-maçonnerie à cette époque-là s'inscrit parfaitement dans la trajectoire, dans l'esprit qui était celui de la Aufklärung. Je parle de la Aufklärung allemande, alors, les Lumières, qui se distinguent, me semble-t-il, des Lumières françaises. Il y a une grande différence, notamment entre les Lumières françaises et la Aufklärung allemande, c'est que, me semble-t-il, c'est que la Aufklärung n'est pas anticléricale. La Aufklärung n'est pas anti-religieuse. Or, les Lumières françaises, prenons Voltaire par exemple, les Lumières françaises sont globalement anti-religieuses, anticléricales. Gottfried Herder, par exemple, qui est une des figures marquantes de la Aufklärung allemande, était pasteur. Donc, alors ça, c'est une... Alors pourquoi, si vous voulez, il y a un tel engouement pour la franc-maçonnerie à Vienne à cette époque, c'est que l'idée quand même, et là, elle est complètement liée à celle de la philosophie de la Aufklärung, c'est l'idée quand même de perfectibilité de l'homme. Vous avez un texte de Lessing là-dessus qui est très intéressant. Lessing, qui a été un des plus grands philosophes des Lumières allemandes, il explique bien en quoi, effectivement, l'objectif des Lumières, c'est la perfectibilité de l'homme. Comment l'homme peut, à travers un travail qu'il va faire seul et avec les autres, s'améliorer lui-même et améliorer le fonctionnement de la société en général. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit Mozart était franc-maçon et qu'il était à Vienne, oui mais d'accord, mais quelle tendance ? Parce qu'il n'y a pas une maçonnerie à Vienne à l'époque. Il y en a plusieurs. Il y a 8 loges en 1784 à Vienne. Mais il y a des loges très différentes. D'ailleurs, il y a des conflits internes, il y a des querelles, il y a des sociétés secrètes. On s'espionne les uns les autres. Par exemple, les Illuminés espionnaient ce qui se passait chez les Rose-Croix, par exemple, vous voyez, ou ce qu'on appelait les frères asiatiques. Donc, si vous voulez, c'est pas homogène, c'est hétérogène. Il n'y a pas une seule maçonnerie. Et effectivement, par contre, il y a un point qui les relie. Je parlais tout à l'heure de la perfectibilité de l'homme par rapport à la franc-maçonnerie. Il y a un point qui relie toutes les tendances, toutes les mouvances maçonniques de l'époque, c'est quand même que ce sont toutes des sociétés initiatiques. L'initiation est quelque chose qui est le vecteur commun de toutes les loges de cette époque-là. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point qu'on sait, à peu près de façon certaine, c'est que la musique joue un rôle important dans les loges maçonniques de Vienne. D'abord, Mozart n'est pas le seul compositeur qui a composé de la musique symphonique à cette époque-là. Il y a des compositeurs comme Kozluch, par exemple, Wranitzky, Hausmeister. Vous avez plusieurs compositeurs qui, à l'époque de Mozart, sont francs-maçons et composent de la musique maçonnique. Mozart n'a pas été le seul à composer de la musique maçonnique. Beaucoup de musiciens dans les loges maçonniques. Alors, rappelons quand même, revenons un peu en arrière, 1723, ça ne nous rajeunit pas, Constitution d'Anderson. Dans les constitutions d'Anderson, il y a 4 chants maçonniques. 4 chants maçonniques. Aucune d'ailleurs, entre parenthèses, dans ce qu'on a appelé les tonalités maçonniques. Aucune en mi bémol majeur, aucune en ut mineur. Parce qu'on nous a dit après qu'il y avait des tonalités spécifiquement maçonniques. Bon, en tout cas, dans les constitutions d'Anderson, où déjà la musique est présente, puis il y a 4 chants, d'accord, dans ces constitutions d'Anderson, eh bien, on ne trouve aucune tonalité maçonnique. Donc, la musique, elle est présente avant les travaux de la loge, pendant le rituel et après. D'accord ? Donc elle accompagne véritablement la vie des loges. Et Mozart, ça c'est quelque chose, vous imaginez, quand on est compositeur, musicien, c'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Donc, pourquoi la musique ? Parce que la musique, comme disaient les grands philosophes grecs, Platon, Aristote, la musique c'est le langage de l'âme. C'est ce qui nous élève. C'est un outil, la musique, d'élévation spirituelle. Donc forcément, utiliser la musique en loge, ça a un sens. Quatrième et dernier point de certitude, c'est que Mozart était un être très secret. Quand on lit sa correspondance, on a la chance, on a 7 volumes. Eh bien, il se délivre peu. Et secret, mystérieux, protéiforme, voyez, un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il était très sensible. Quand il était petit à Salzbourg, il allait voir le commerçant qui était au rez-de-chaussée de son immeuble, qui s'appelait Hagenauer. Il disait « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que vous m'aimez ?» Toujours en quête d'amour, cet homme. Ouais. L'amour est très important. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des thèses de mon livre, c'est que l'amour est au cœur de la flûte enchantée, bien plus que la franc-maçonnerie. Et puis, donc, un personnage, si vous voulez, secret, sensible, mystérieux, mais en quête spirituelle. C'est ce que Jean-Victor Rocard, qui est un grand musicologue français,
qui a écrit un certain nombre d'ouvrages absolument remarquables sur Mozart, je crois qu'il en a 4 ou 5, hein, et appelle la démarche de la quête. Vous voyez ? Et que cette démarche de la quête de Mozart, elle date d'avant son entrée en maçonnerie. Vous voyez ? C'est pas à partir du moment où il est entré en maçonnerie qu'il s'est intéressé à la spiritualité. Non, c'est bien avant. Vous voyez ? Je dirais presque dès son enfance. Brigitte et Jean Massin, donc, ont écrit un très très gros ouvrage chez Fayard hein, sur Mozart, qui fait référence, qui est un peu vieilli, mais quand même encore de référence. Ils écrivent « Par son adhésion à la franc-maçonnerie, il a achevé de se trouver lui-même. » Mais c'était déjà un peu trouvé lui-même avant. Hein, mais il a achevé. Vous voyez. Il y a un idéal, si vous voulez, à la fois de spirituel, d'une quête spirituelle, et l'idée aussi toujours de se perfectionner. Hein. Mais ça, c'est très propre aux compositeurs aussi. Hein. Les compositeurs cherchent toujours à s'améliorer. Pour vous dire à quel point Mozart prend la franc-maçonnerie au sérieux, parce que ça s'inscrit dans sa quête spirituelle, eh bien, je vais vous faire écouter une œuvre de 1773. Et là, c'est un franc-maçon, le baron von Gebler, qui, à Vienne, lui propose d'écrire une musique de scène, parce qu'à l'époque, il y avait de la musique de scène, hein, c'est comme par exemple Egmont hein, ou Coriolan de Beethoven, c'est-à-dire que vous avez une pièce de théâtre, d'accord, et avant la pièce, il y a une musique qui introduit la pièce, d'accord, et puis entre les scènes, on incorpore de la musique. C'est ce qu'on appelle la musique de scène. Et là, l'histoire, c'est quoi ? Eh bien, c'est Thamos, König in Ägypten. Thamos, roi d'Égypte. Et dans cette histoire de Thamos, où là, il y a une symbolique entre l'ombre, la reine Mirza, qui préfigure la reine de la nuit. Mirza, qui incarne la superstition, les passions mal maîtrisées, etc. Elle s'appelle Mirza. Elle est reine de la nuit. Et puis Sétos, qui lui est le dieu du soleil. On retrouve l'idée de Sarastro, hein, vous voyez, c'est l'antichambre un peu, hein, Sétos, de la flûte enchantée. Eh bien, en 1773, von Gebler lui propose de composer de la musique de scène sur cette histoire, et Mozart prend ça très au sérieux, mais il a 17 ans. Hein. Il prend ça très au sérieux, à telle enseigne que vous allez écouter déjà, on va écouter l'introduction, le prélude orchestral, on est en mi bémol majeur, une musique extrêmement solennelle, construite, sérieuse, grave. Alors je vous propose d'écouter le prélude donc, de Thamos, hein, König in Ägypten. Donc on est en 1773, il remaniera un petit peu en 1779, mais là on est déjà clairement dans l'idée d'une musique qui symbolise le combat héroïque entre d'une part la superstition, l'ombre, et donc la lumière.
un jeune compositeur de 17 ans. Cette tonalité héroïque, feierlich, comme disaient les Allemands, déjà dans cette musique introductive donc à cette pièce égyptienne du baron von Gebler. Alors, le 4 septembre 1776, il écrit donc au Padre Martini à Bologne, qui était son professeur, qu'il admirait beaucoup. Il lui écrit la chose suivante, et vous allez voir, on est tout à fait dans l'esprit de la Aufklärung. Je cite, « Nous vivons en ce monde pour apprendre avec une ardeur toujours plus grande, pour nous éclairer les uns les autres, au moyen d'entretien, et pour nous efforcer toujours de faire progresser davantage les sciences et les arts. » Fin de citation. Nous sommes donc en 1776, vous voyez, encore un très jeune homme. Là. Donc on voit bien que là, son adhésion à la maçonnerie s'inscrit dans une quête qui était déjà au préalable très ancrée en lui. Alors, nous allons passer, si vous voulez bien, à la première partie, donc la franc-maçonnerie viennoise dans les années 1780. Là, vous avez ici la Michaeler Kirche, qui existe toujours. C'est là, d'ailleurs, dans cette église, juste devant la Hofburg, là, où on a donné pour la première fois le Requiem de Mozart. Après la mort de Mozart, c'est Schikaneder et la veuve Constance qui ont organisé. C'est la première fois qu'on entendait le Requiem de Mozart dans cette Michaeler Kirche. Alors, donc, quelques dates, si vous voulez, pour fixer les idées donc, au niveau de la maçonnerie à Vienne. Première loge, donc, elle est en 1742. Elle s'appelle aux 3 canons. Alors, et ça n'a rien à voir avec les canons, c'est plutôt le chiffre 3, là, qui est avec les 3 grades, parce que la franc-maçonnerie, à l'origine, à Vienne, elle était issue de la franc-maçonnerie anglaise, avec donc uniquement 3 grades, d'accord. Donc, première loge, les 3 canons. 1742. En 1780, on a déjà 6 loges à Vienne, avec environ 200 francs-maçons, ce qui est assez peu si on compare à Paris ou à Londres. N'oublions pas qu'à l'époque, dans les années 1780, Vienne compte 200 000 habitants à peu près. En 1784, l'empereur Joseph II commence à vouloir un peu mettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des sociétés secrètes, qu'il y a un peu des associations un peu de charlatans, vous voyez, etc. Et il dit, bon, je vais créer la grande loge, oui c'est ça, la loge nationale autrichienne. Donc la loge nationale autrichienne, pour mettre un peu de l'ordre dans tout ça, elle date de 1784, d'accord. Et là, il y a une charte qui est bien dans l'esprit de la franc-maçonnerie anglaise. Ça reprend en gros les constitutions d'Anderson. D'autant que les loges à l'époque de Vienne, avant cette grande loge nationale d'Autriche, elles étaient rattachées à la grande loge de Berlin. Or, on sait qu'entre Marie-Thérèse d'Autriche et Frédéric de Prusse, c'était pas le grand amour. Donc, à cette époque, on préfère s'éloigner de Berlin pour créer sa propre loge nationale en Autriche. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est le plein essor de la franc-maçonnerie à Vienne. En 1784, donc, en 1785, pardon, enfin c'est un an après, on a entre 800 et 1000 maçons à Vienne. Ce qui paraît beaucoup quand on les met tous ensemble, mais ce qui paraît assez peu par rapport à 200 000 habitants. Je vous dis, c'est beaucoup moins qu'à Paris, par exemple. Mais c'est toute l'élite, sans exception. Et Mozart, lui, il est entouré de francs-maçons. Non seulement dans sa famille, par exemple son beau-frère, Joseph Lange, qui est acteur de théâtre et peintre amateur, il est franc-maçon. Il a énormément d'amis francs-maçons dans la noblesse, dans la bourgeoisie, etc. Donc il est entouré, le baron von Swieten, von Swieten qui était le président de la bibliothèque impériale, le directeur de la bibliothèque impériale, qui est un de ses proches. Donc il est vraiment entouré. Alors il y a un Allemand, un Rose-Croix, qui se rend à Vienne à l'époque, et qui fait un rapport dans une publication allemande, et il écrit à propos de la maçonnerie viennoise de l'époque, je cite, « La maçonnerie viennoise connaît un essor spectaculaire. La tendance majoritaire est celle de la maçonnerie des Lumières. À la loge à la Vraie Concorde, il va y être question maintenant, et la loge, à la Vraie Concorde en est le fer de lance. Les plus grands esprits de Vienne, les plus érudits, en sont membres. Ils se moquent du secret, publient leurs travaux. » Oui, parce que la Grande Loge à la Vraie Concorde publiait notamment un journal qui s'appelle le Journal für Freimaurer, mais aussi des journaux scientifiques. Et ces journaux étaient, j'allais dire, de libre accès. Chacun connaissait l'existence des loges à Vienne. On ne savait pas trop ce qui s'y faisait, mais en tout cas, le journal des francs-maçons était lu. Donc des journaux scientifiques qui visent à promouvoir l'Aufklärung et à libérer les hommes des préjugés. Ignaz von Born en est le vénérable. Alors, Ignaz von Born, c'était la figure tutélaire de la franc-maçonnerie à l'époque. Je crois que je dois voir un portrait ici de lui, voilà. Alors lui, c'était un intellectuel de très très haut vol, minéralogiste, scientifique, écrivain, et il a voulu en fait à Vienne créer dans cette loge qui s'appelait donc la Vraie Concorde, sous Wahren Eintracht, il a voulu créer en fait une sorte d'académie des sciences et des arts maçonniques.
ce qu'il a réussi à faire. Toute l'élite intellectuelle était présente dans cette loge. D'ailleurs, dans cette loge, effectivement, alors le but, alors le fameux Forster qui fait son rapport dit je note un enthousiasme débordant à Vienne pour la franc-maçonnerie. Il y a un enthousiasme, il y a un élan pour la franc-maçonnerie à cette époque. Et le but poursuivi, bien sûr, dans la plupart des loges, en tout cas celles qui s'inscrivent dans l'esprit des Lumières, c'est l'ennoblissement de l'homme, dans l'idée de celle de Laufclero. Alors la loge Souveräne Eintracht, donc on a à peu près 197 membres en 1785, et le trésorier de cette loge, c'est Michael Puchberg. Et Michael Puchberg, c'est un commerçant, riche commerçant de Vienne, et c'est celui qui, dans les dernières années, va aider financièrement Mozart. On y reviendra, mais Mozart a connu le succès. En 1784, il est au top. Il a composé, par exemple, en 1782, l'enlèvement au sérail. Immense succès. On joue l'enlèvement au sérail partout. D'ailleurs, Goethe admirait l'enlèvement au sérail. Un des premiers grands opéras allemands. Mozart, si vous voulez, à l'époque, quand il adhère en maçonnerie, il est au sommet de sa carrière. Mais à partir de 1785-86 et surtout 87-88, ça va être la descente aux enfers. Je crois qu'en 1789, il n'a plus qu'un seul souscripteur à ses concerts. Il en avait presque 200 ou 300 dans les premiers, en 1783-84. Donc là, Mozart, c'est une longue descente aux enfers, qui va, au final, se redresser uniquement la dernière année, en 1791, avec le succès qu'on sait de la flûte enchantée, notamment. Alors là, cette loge, en fait, c'est intéressant parce que c'est la loge sœur aînée de la loge où va entrer Mozart. Mozart, lui, rentre dans la loge de la bienfaisance, sur Wohltätigkeit. Okay, et les deux loges sont connectées. Elles sont sœurs. Vous voyez, ça veut dire qu'elles sont dans les mêmes locaux et que Mozart, quand il adhère à cette loge un peu plus petite et d'une moyenne d'âge un peu plus jeune, il va pouvoir se rendre sans problème dans la loge d'Ignaz von Born. Donc, il va passer de l'une à l'autre, d'ailleurs pour la simple bonne raison qu'il va être promu compagnon dans la loge d'Ignaz von Born, pas dans sa propre loge. Il est promu apprenti dans sa loge, la bienfaisance, mais il est promu compagnon dans la loge de von Born. Donc, vous voyez, c'est connecté. Alors c'est tellement connecté que, bien entendu, vous imaginez qu'Ignaz von Born, qui est une figure tutélaire, impressionne énormément Mozart, et qu'il est clair que les deux hommes ont eu de longues conversations ensemble. Et que Mozart l'appréciait tellement qu'en 1785, au mois d'avril exactement, il avait fait un certain nombre de travaux sur les travaux d'amalgame des métaux. Il avait beaucoup travaillé sur les métaux. D'ailleurs, dans la loge Souveräne Eintracht, il y avait un laboratoire. Il y avait une bibliothèque, mais il y avait aussi un laboratoire. C'était vraiment une académie des sciences. Et là, l'empereur remet une sorte de diplôme à Ignaz von Born, Joseph II. D'accord ? Et il y a une grande cérémonie qui est organisée dans la loge d'Ignaz von Born. Il y a à peu près 85 frères qui sont présents. Et là, Mozart arrive avec son père, parce que son père a été initié quelques mois avant dans cette loge. Et il dirige une œuvre qui s'appelle donc Zum Maurerfreude, la joie des maçons, dont je parlais en introduction, Die Maurerfreude, la joie maçonnique, Köchel 471. Eh bien, nous allons entendre donc cette œuvre que Mozart a dirigée en présence de son père, on les voit ici, ils sont tous les trois là, pour célébrer en quelque sorte ce diplôme qu'avait acquis Ignaz von Born et pour aussi que Mozart montre toute l'admiration qu'il avait pour Ignaz von Born. Donc je vous propose d'écouter cette cantate qui a été chantée en plus par un dénommé Valentin Adamberger, oui c'est ça, qui lui avait chanté le rôle de Belmonte dans l'enlèvement au sérail, qui avait été un immense succès et qui était lui-même franc-maçon. Donc je vous propose d'écouter donc cette cantate, donc la joie du maçon, qui a été donc créée à cette occasion, donc lors de cette cérémonie.
Alors vous notez le style très opératique du début de cette cantate. On voit que là, Valentin Adamberger, le Belmont de l'enlèvement au sérail, se sent parfaitement à son aise. Alors le texte commence comme ça. Voyez comment la nature révèle peu à peu son visage à l'œil qui cherche sans ciller. Voyez comment elle lui remplit l'esprit de haute sagesse et le cœur de vertu. Voilà une vraie et chaleureuse joie maçonnique pour l'œil du maçon. L'émerveillement devant la nature. Alors, je vous l'ai dit, au fond, si on veut simplifier, on a, dans la franc-maçonnerie viennoise de l'époque, deux branches à la fois différentes et opposées. Ils ne s'aiment pas trop. Même si, ce qui est curieux, il y a des passerelles de l'une à l'autre. On a d'un côté ce que Anton Kreil, qui était membre de la loge de Ignaz von Born, il a fait un certain nombre de planches là-dessus, sur ce qu'il appelait la franc-maçonnerie scientifique. Là, des planches assez longues, d'ailleurs, auxquelles Mozart a participé. Dans laquelle d'ailleurs il explique que la franc-maçonnerie scientifique doit s'appuyer non plus sur l'ordre des Templiers ou des choses de ce genre, mais sur l'initiation dans les rites initiatiques, et notamment les rites initiatiques égyptiens. Ça, je vous renvoie à une conférence que j'ai faite, qui est en ligne sur YouTube, où j'explique bien effectivement en quoi, m'appuyant sur les travaux de Jan Assmann, l'égyptologue allemand Jan Assmann, effectivement la flûte enchantée, finalement, au fond, au-delà du rite maçonnique, elle va piocher ses sources dans l'initiation au mystère égyptien. Ça, c'est clair et net, il le démontre, avec les grands mystères, les petits mystères. Donc là, Kreil, lui, effectivement, il dit qu'il faut arrêter l'alchimie, la kabbale, tous ces trucs un peu ésotériques. Il faut qu'on se concentre sur les sciences, sur des choses pratiques, sur la connaissance, sur les lumières, sur la raison. La raison, par exemple, pour Ignaz von Born, elle est supérieure à la religion. Elle n'exclut pas la religion, mais dans l'esprit de Ignaz von Born, la raison sera toujours supérieure à la religion. La bienfaisance, l'humanisme. Donc là, il y a beaucoup d'illuminés dans cette branche. Un ordre qui avait été, je vous l'ai dit, interdit en Bavière, interdit un peu partout, mais les illuminés, ils n'avaient pas disparu, et ils ont intégré un certain nombre de loges maçonniques, dont celle d'Ignaz von Born. Ignaz von Born lui-même était proche des illuminés. Alors les illuminés, eux, je crains fort que Mozart n'ait pas été complètement convaincu par les illuminés. D'abord parce que les illuminés, ils sont anticléricaux. Mozart ne l'était pas. Les illuminés voulaient supprimer les classes sociales. Mozart, ce n'était pas son affaire. Les illuminés voulaient une république mondiale. Ce n'était pas tellement l'objectif de Mozart. Mozart connaissait des illuminés, fréquentait des illuminés, mais il n'a jamais, me semble-t-il, adhéré à cette vision du monde. Et de l'autre côté, vous avez la franc-maçonnerie religieuse. Alors là, vous avez effectivement les Rose-Croix, et puis ce qu'on appelait à l'époque les frères asiatiques. Donc eux, ils sont intéressés par la kabbale, par l'alchimie, par tout ce qui n'est pas vraiment de l'ordre du rationnel. Donc si vous voulez, vous avez une branche scientifique qui est plutôt tournée vers l'avenir, d'accord ? Et puis une autre branche dite religieuse, c'est Kreil qui explique ça dans ses planches, qui est plutôt tournée vers le passé. Il est clair que probablement que Mozart se sentait plus attiré vers l'avenir que vers le passé. Alors c'est curieux parce que par exemple le fameux Otto von Gemmingen, qu'il avait connu à Mannheim et qu'il avait fait entrer en loge, puisque c'était lui le vénérable de la loge donc à la bienfaisance, lui, il était assez proche des Rose-Croix. Donc, il y a des passerelles, et ça, c'est pas très clair. Je vous assure franchement que j'ai lu pas mal d'ouvrages en langue allemande sur le sujet. On ne sait pas trop qui appartenait à quoi, au bout d'un moment. Mais quand même, retenons qu'il y a ces deux branches qui sont quand même assez opposées, voire hostiles l'une à l'autre. Alors, Mozart, lui, il est plutôt, d'ailleurs, sa loge, sous Voteltigkeit est clairement dans cette lignée. Eh bien, pour vous montrer à quel point Mozart est proche de cette vision, j'allais dire rationaliste, de la franc-maçonnerie, revenons à Thamos. Thamos, 1773. Là, il y a un chœur introductif qui est quand même assez impressionnant, qui anticipe presque la messe en ut, vous voyez. C'est un double chœur, hommes et femmes. Et là, en fait, c'est un chœur solennel qui célèbre la levée du soleil, très majestueux. Et en fait, si vous voulez, effectivement, c'est un hymne au soleil. Et la musique nous dit à quel point Mozart est sensible à cette symbolique de la lumière. Sous-entendu, la lumière qui doit l'emporter sur la superstition, sur les préjugés. Voilà, donc c'est vraiment solennel, c'est un chœur absolument magnifique en ut mineur, qui date donc de 1773, donc il est encore jeune, mais qui montre bien effectivement à quel point cette lutte contre le fanatisme, contre l'obscurantisme, déjà est dans l'esprit de Mozart. Vita, forza e salvezza a Thamos, re d'Egitto.
Voilà, donc ce chœur impressionnant, feierlich, solennel, qui célèbre effectivement la lumière, le soleil. En 1785, la situation des francs-maçons à Vienne se corse. Elle se complique. Pourquoi? Parce que Joseph II, si vous voulez, qui est un despote éclairé, alors dans despote éclairé, il y a éclairé, c'est qu'il est adepte des Lumières, oui, oui. Il cultive la simplicité, il ouvre les parcs publics, par exemple, qui étaient réservés à l'emploi, il les ouvre, comme le Prater au public, etc. Mais en même temps, il est quand même un peu despote. Et il n'est pas contre la maçonnerie, mais il n'est pas non plus complètement pour. Je lis un de ses textes qu'il a publié. Alors je cite, Joseph II, « Je ne crois pas à leurs illusions. Sans contrôle, ils peuvent s'avérer pernicieux, funestes pour l'ordre public, les mœurs, la religion. » Donc notre ami Joseph II, tout despote éclairé qu'il soit, empereur du Saint-Empire romain germanique, déclare, il fait ce qu'on appelle, il écrit donc un Hans Billet, billet à la main, d'accord, qu'on a appelé la Freimaurer patente. Et donc dans cette Freimaurer patente, eh bien, il dit aux francs-maçons viennois, messieurs, vous êtes à peu près 1000, vous avez 8 loges, il ne va plus y en avoir que 3 maximum. Je ne veux pas plus de 3 loges à Vienne. En fait, il n'y en aura plus que 2. Et puis tous les farfelus, la cabale, etc., les travaux un peu ésotériques, fini. Donc ça crée un trouble sérieux auprès des francs-maçons viennois. Vous imaginez? Alors, contrôle renforcé, on demande à chaque fois une liste des présents, d'accord? Donc il y a un contrôle qui est renforcé, contrôlé par la police, et effectivement, on passe effectivement de 800 à 1000 membres à 300, 400 maximum francs-maçons à la fin de l'année 1785. Vous voyez? Donc on a divisé par 2 le nombre de francs-maçons à la suite de cette Freimaurer patente. Il est arrivé à ses fins, Joseph II. Du coup, Mozart, donc la loge de Mozart qui s'appelait donc la Bienfaisance, Mozart rejoint une des 2 loges qui fusionnent en fait, qui s'appelle la Nouvelle Espérance couronnée, sous Neue Gekrönten Hoffnung, qui devient d'ailleurs cette loge, la loge de Mozart, la plus importante de Vienne, puisque l'autre qui s'appelait Die Wahrheit, elle va progressivement décliner. Von Born va démissionner. Il y a des querelles intestines entre von Born, Sonnenfels, etc. Donc von Born démissionne. Le baron von Zieten, il est démis de ses fonctions à la Bibliothèque impériale, parce qu'on l'estimait proche des Illuminés, etc. Bon. Mais Mozart, lui, qui en fait ne s'intéresse pas vraiment à la chose politique. Lui, ce qui l'intéresse, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une quête spirituelle. Donc finalement, bien sûr, il en subit les conséquences, mais ça ne va pas, j'allais dire, minorer, ça ne va pas entraver cette quête qu'il a et cet enthousiasme qu'il a et qu'il ne le quittera jamais pour la franc-maçonnerie. Alors, on a la chance d'avoir un tableau de l'époque où on voit effectivement Wolfgang Amadé Mozart, ici, à la droite, au premier rang, dans la loge. Alors, cette loge, il faut la commenter rapidement. Au fond, vous voyez le vénérable qui tient son maillet avec la main droite, d'accord? C'est vraiment tout au fond, là. Je dois avoir une lumière, là. Il est là, voilà. Là, on a une table avec un crâne de mort, la Bible et une épée. Là, on a les 2 superviseurs. Il y en a un qui lit un texte, d'ailleurs, l'orateur, d'accord? Et là, on a les 3 marches qui mènent au podium, d'accord? Les 3 marches, la symbolique du chiffre 3. Là, d'un côté, on a la pierre brute, de l'autre, on a la pierre cubique. Et là, on a 2 colonnes ici, avec des serpents qui s'enroulent autour. Voilà, les 2 colonnes là. Ensuite, on voit qu'il y a 2 hommes d'église, 2 prélats d'église ici, parce que les 2 bulles papales, une de 1732 puis une autre de 1765, n'avaient pas été mis en application. Il n'y a pas eu de décret d'application, tout simplement parce que le mari de Marie-Thérèse d'Autriche, François-Henri de Lorraine, était lui-même franc-maçon. Donc Marie-Thérèse d'Autriche, elle n'a pas respecté le diktat du pape qui interdisait la franc-maçonnerie. On a donc 2 prélats d'église ici. On a effectivement, là, ici, c'est une cérémonie d'initiation avec un sergent, un futur apprenti qui arrive ici avec les yeux bandés. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire grosso modo sur cette loge, il y a les 2 colonnes, les 3 marches, la pierre brute, oui. Et ils portent tous une équerre sur leur buste. Vous voyez, ils ont tous une équerre, là. Voilà, symbole maçonnique que vous connaissez bien. Voilà, donc ça, c'est effectivement un tableau d'époque qui a été authentifié et qui est intéressant. Alors là, il y a une querelle d'experts, par exemple, Robin Sandon, voilà, lui, il dit que c'est 1790, bon, mais apparemment, il y a une exposition à Vienne qui s'appelait Experiment Aufklärung, il y a quelques années à Vienne, récemment, j'ai le catalogue d'ailleurs, eux, ils estiment à 1786, cette loge.
ce tableau. Voilà, alors pour illustrer, si vous voulez, la musique qu'on pouvait entendre en loge à l'époque, que Mozart a composée, je vous propose une musique qu'il a composée donc, en 1786, justement, en janvier. C'est un adagio pour 2 clarinettes, 2 cordes de basset et clarinette basse, Köchel 411. Donc c'est une marche lente. Alors, entrecoupé de silence, là on attend que le début, on ne va pas tellement entendre les silences, mais il y a des silences parce que pendant le rituel, il se passe des choses, donc la musique s'arrête. Et effectivement, c'est un rythme de marche lente, sereine, tranquille, celle qu'on entendait à l'époque dans les cérémonies d'initiation. Donc je vous propose d'écouter cette musique, une marche lente qui fait penser un peu d'ailleurs à celle qu'on entend au tout début de la flûte enchantée, on parlait de la marche des prêtres, au tout début de l'acte 2 de la flûte enchantée. Alors, quelques mots quand même sur ces instruments. La clarinette était l'instrument préféré de Mozart. Il détestait la flûte, d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument qui se rapproche assez près de la voix humaine. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il aimait bien le corps de basset. Alors, le corps de basset, on en a vu là. Ce sont des clarinettes, mais en fait avec un cylindre au-dessus, et c'est de forme coudée. Et la sonorité du corps de basset est plus grave. Oui. Et ça, cet instrument avait été créé en 1770 à Mannheim, en Allemagne. Donc c'était un instrument assez récent que Mozart adorait et que son ami Anton Stadler, qui était lui-même franc-maçon et qui était clarinettiste professionnel, jouait également en loge. Il y avait pas mal de clarinettistes et de gens capables de jouer cette musique-là dans les loges. Voilà. Et puis alors, on nous dit que ces instruments sont maçonniques. Peut-être, ils existaient avant, peut-être la maçonnerie. Il y a l'idée, alors peut-être, du souffle. Ce sont des instruments qui sont effectivement qui ne fonctionnent qu'avec le souffle du musicien, et donc ça renvoie peut-être à une symbolique du souffle. Voilà. Et puis, ajoutons que si ces instruments étaient particulièrement utilisés en loge, c'est parce qu'ils étaient aussi faciles à transporter. Vous imaginez une contrebasse, c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Mais bon. Donc ces instruments, en tout cas, étaient souvent entendus dans les loges, et Mozart adorait ces instruments. Et d'ailleurs, en 1791, il compose pour son ami Anton Stadler le fameux concerto pour clarinette. Alors, passons, si vous voulez bien, maintenant à la deuxième partie. Mozart, franc-maçon, passionné, fervent. Alors, on va d'abord regarder ses motivations. Quelles étaient les motivations ? Je vous l'ai dit, elles sont quand même pas explicites, en tout cas de sa part. On verra ensuite quelle a été sa trajectoire, et puis on verra s'il y avait aussi une incompatibilité entre sa foi catholique et sa pratique maçonnique.
Alors, ces motivations, je vous l'ai dit, rentrent en loge relativement tardivement. Alors j'ai entendu, j'entends ici ou là des choses qui parfois me heurtent un peu l'oreille, j'ai entendu que Mozart était entré en loge parce qu'il voulait se faire connaître. Attendez, en 1784, il est au top de sa carrière. D'ailleurs, en 1783, il y a un concert qui est organisé au Burgtheater, d'accord, donc le théâtre impérial, en présence de l'empereur Joseph II. On y donne la symphonie 35 Hafner, on y donne des concertos pour piano en présence de Mozart. L'empereur dit « chapeau Mozart hein, », il y a un monde fou. Donc dire que Mozart est entré en loge en 1784 par opportunisme pour se faire connaître, c'est complètement méconnaître la trajectoire de Mozart à Vienne. Donc ça, je crois que cette hypothèse de l'opportunisme, il faut l'écarter d'emblée. Ça ne me paraît pas très sérieux. Donc qu'est-ce qui fait qu'il est entré en loge? Alors d'abord, je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant d'entrer en loge, il avait déjà eu plein de contacts avec des francs-maçons lors de ses voyages et à Vienne. Ce n'est pas nouveau pour lui. Thamos, le texte qu'on a entendu tout à l'heure, l'hymne au soleil, le texte est du baron von Gebler, qui était lui-même un maçon à Vienne, bien connu. Voilà. Donc pour quelle raison il est rentré? Eh bien, on n'a pas de lettre de lui. Donc on ne sait pas au fond. Alors on ne peut faire que des hypothèses. Première hypothèse, eh bien, c'est qu'il est entré en loge pour des raisons spirituelles. Je vous l'ai dit, il a une démarche, il a une quête de mieux connaître la place de l'homme dans l'univers, de mieux connaître l'homme en général, hein, et de contribuer peut-être à édifier une société meilleure. Ça correspond bien aux objectifs de la maçonnerie de l'époque. Ensuite, il a retrouvé probablement, ou il a trouvé en loge, du réconfort. Vous savez, créer, c'est douter. Hein. Moi qui travaille depuis pas mal d'années sur les compositeurs, je me dis, mais chapeau, hein, parce qu'il faut surmonter le doute. Hein. C'est comme croire, ça. Il faut douter, et il faut surmonter le doute, et puis surtout, il faut se dire, oula, je travaille pour l'éternité. Vous savez, c'est pas facile quand vous travaillez pour l'éternité. Hein. Il faut être à la hauteur. Donc, il a passé, Mozart, des phases de dépression, hein, des phases difficiles. Et bien là, dans l'Loge, il retrouve, si vous voulez, une cordialité, une fraternité, vous voyez, une amitié qui va l'aider à travailler. Par exemple, je me suis aperçu que dans les années 1784, 85, etc., vous avez un quart des souscripteurs de ces concerts publics qui étaient des francs-maçons. Donc non seulement il y trouvait de l'amitié, de la fraternité, mais on l'aidait aussi pour mettre en place ces concerts, parce qu'à l'époque, c'était des concerts par souscription. Il fallait payer un peu à l'avance, vous savez, pour participer au concert. Ça, c'est une raison émotionnelle. Vous voyez, il trouve quelque part en loge un endroit où il va y avoir des émotions hein, qui vont être partagées. Pas seulement une quête spirituelle, intellectuelle, il y a aussi de l'émotionnel. Ensuite, si vous voulez, il y a un aspect esthétique. Ben oui, parce que Mozart, il aime les rituels. Déjà qu'il est fasciné par le rituel catholique. N'oublions pas qu'à Salzbourg, il était organiste quand il était petit. Il assistait aux offices. Et ça, le rituel, vous voyez, ça l'intéresse beaucoup. Il est fasciné par ça. Il a une âme d'artiste. Hein. Donc le rituel maçonnique l'intéresse. Les cérémonies, les costumes, hein, tout le cérémoniel l'intéresse beaucoup. Ça, c'est des raisons esthétiques. Et puis, il y a quand même un côté social. Il y a un côté revanche sociale. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Vous savez qu'en loge, à l'époque, on l'a vu, ils ont tous les gants blancs, symbole de pureté, ils ont tous l'épée, d'accord? Et en loge, ils sont tous à égalité. Là, on a le comte Esterhazy, quand même, qui est le vénérable, une des familles les plus riches à l'époque de l'Empire des Habsbourg. Eh bien, revanche sociale, oui, pourquoi? Quand Mozart est à Salzbourg, au service du prince archevêque Colloredo, il est traité comme un domestique. Il déjeune avec les domestiques. Parce qu'il est violoniste à la cour. Son père est Kapellmeister, lui il est violoniste. Vous imaginez quand vous appelez Mozart et que vous mangez avec les domestiques? Donc là, il est maltraité. Ensuite, quand il rompt son contrat avec Colloredo, il arrive à Vienne, il a du retard, il va à la maison des chevaliers de l'ordre teutonique à Vienne, et le comte Arco, qui était le chef des cuisines, mais on dirait aujourd'hui le DRH, le reçoit, il dit, mon cher Mozart, vous rigolez, vous avez 3 mois de retard là. Écoutez, Mozart qui était assez orgueilleux, il dit, écoutez, cher ami, vous êtes gentil, mais moi je m'appelle Mozart, j'ai créé l'enlèvement au sérail à Munich, bon, hein, donc vous maniez avec tous vos problèmes. Ça se termine très mal. Parce que le comte Arco raccompagne Mozart à la porte de la maison des chevaliers de l'ordre teutonique, qui était le palais du prince archevêque Colloredo à Vienne, et lui donne un coup de pied au cul. Et là, ce n'est pas des fake news, hein, c'est dans la lettre de Mozart lui-même. Mozart lui-même explique. Donc vous imaginez, quand vous appelez Wolfgang Amadeus Mozart, et que vous avez un aristocrate en plus qui vous donne un coup de pied au derrière. Ça, c'est pas très agréable. Donc quand on est en loge, eh bien là, on retrouve un statut. Voyez, et je pense que ça a compté. Ce n'était pas le facteur principal, mais ça a compté. Je pense que ce qui l'intéressait surtout, si vous voulez, c'est que la pratique maçonnique, ça lui a permis, comme le dit le grand musicologue allemand Hermann Haber,
qui a enseigné donc, la musique à l'université Humboldt de Berlin, il dit au fond, ça a été un facteur de libre épanouissement de son être. J'aime bien cette expression. La franc-maçonnerie, en fait, ça lui a permis d'exprimer, de libérer, d'épanouir son être. Alors la trajectoire maçonnique, on pense que dès 1781, von Gemmingen, qu'il avait connu à Mannheim, l'a invité dans ses loges pour faire de la musique. Pas en tant que frère, mais il était probablement invité de temps en temps pour venir jouer de la musique dans la loge de von Gemmingen. Dès 1781. Bon, il adhère, on l'a dit, le 14 décembre 1784, il devient apprenti. Et c'est marrant parce qu'il est reçu avec un vicaire. Le vicaire, Wenzel Sommer, donc un homme d'église. Vous voyez, le jour de son initiation, il est reçu avec un homme d'église. Alors là, Braun Behrens, qui est un grand musicologue allemand, qui a écrit donc un très bon ouvrage sur Mozart à Vienne en allemand, il dit il y avait à l'époque 32 membres dans la loge de Mozart. Ça ne me paraît pas beaucoup, on lit ici ou là 200 membres. Là, il y a un mystère, on ne sait pas exactement combien il y avait de membres dans la loge de Mozart lorsqu'il a été initié en 1784. Le 7 janvier, ça va très vite, 1785, il est déjà compagnon. Donc imaginez, 14 décembre, 7 janvier, il est compagnon. Alors après, il y en a qui disent que le 13 janvier, il aurait été maître. D'autres qui disent non, il n'y a pas de date, on n'a pas de document officiel. Tout ce qu'on sait, c'est que le 22 avril, là, il est enregistré comme maître. Vous voyez, ça va très vite. De même que son père sera initié en quelques semaines. Il passera du grade d'apprenti au grade de maître en quelques semaines. Alors, c'est intéressant de regarder, de lire par exemple une espèce de... C'est pas une charte, mais c'est un document interne à la loge qui dit qu'est-ce que c'est que véritablement la raison d'être de la maçonnerie. Et ça, c'est issu de la loge de Mozart. Alors, il est dit la chose suivante. La maçonnerie est donc avant tout la vie active et morale. C'est von Gemmingen qui a écrit ça. La maçonnerie est donc avant tout la vie active et morale et elle doit la former par effet de son objet principal. Elle doit présenter aux hommes les motifs lumineux de l'exercice de la sagesse et en aiguiser le sens. Elle ne doit viser dans toutes ses actions qu'à l'utilité. N'oublions pas qu'à l'époque, les loges ont un rôle social, de bienveillance, on aide les pauvres. Elle ne doit viser dans toutes ses actions qu'à l'utilité, qu'à l'intervention pour le bien social. Toute spéculation qui n'est que cela, qui ne poursuit que des idées sans finalité, qui se perd en abstraction trop spirituelle, qui s'épuise sur le terrain de connaissances sans application, toute spéculation de ce genre est foncièrement contraire au concept éminent et à l'honorable objet de la maçonnerie. Nous ne deviendrons donc pas des hommes nouveaux, nous n'acquerrons aucun caractère mystique en devenant des maçons. Nous voulons l'être pour nous élever au-dessus de notre propre insuffisance et de la faiblesse de nos forces, pour nous parfaire comme êtres humains, etc., etc., etc. Donc vous voyez que là, von Gemmingen nous dit bien, on est vraiment dans la logique rationaliste. Il faut une maçonnerie pratique, une maçonnerie qui serve à quelque chose, à nous édifier en tant qu'hommes, mais aussi à contribuer à une société meilleure. Alors, comment Mozart vit sa vie maçonnique ? Eh bien, bien sûr, il y a le rituel, je vous l'ai dit, qu'il fascine. Il y a les agapes. Il aime bien aussi la bonne chère, Mozart. Il y a les festivités. Et puis, il y a les planches. Il a assisté à des planches absolument passionnantes sur les mystères égyptiens, par exemple. Donc, il en connaissait. Il y a cette vie interne à la loge qui l'intéresse beaucoup. Alors, par exemple, prenons un exemple de musique qu'il a composée juste après son initiation. Alors là, je vous propose deux types de musique. On va entendre une musique spécifiquement maçonnique, enregistrée comme telle, et puis une musique qui, elle, est plutôt profane, mais qui a une dimension maçonnique. Alors la première, donc, c'est le chant, le voyage du maçon, Gesellenreise, d'accord ? Köchel, 468, donc là, on est en mars 1785. Donc c'est vraiment dès les semaines après son initiation, et c'est la première œuvre qu'il compose pour sa loge. D'accord ? Donc, le voyage du maçon. Alors, le texte exige des compagnons la fermeté, d'accord ? La force, force, sagesse, beauté, la fermeté, pour marcher sur le sentier de la sagesse, et le courage pour s'approcher de la source de la lumière. Vous voyez ? Ça, c'est la première œuvre maçonnique de Mozart. On l'écoute, Gesellenreise.
Donc voilà la première œuvre, disons, considérée comme maçonnique, purement maçonnique de Mozart, mais quelques semaines après, il compose un quatuor à cordes, qui là, cette fois, n'a pas vocation à être joué en loge. D'ailleurs, c'est le dernier quatuor à cordes qu'il dédie à son ami Joseph Haydn, qui lui-même avait été initié, qui sera initié quelques mois après à Vienne, mais qui sera un maçon d'une journée. On ne retrouve pas Haydn dans les autres loges maçonniques, y compris à Londres ou à Esterházy où il était. Et là, donc, il compose un quatuor, donc Köchel 465 en ut mineur, où là, un certain nombre de musicologues, et non des moindres, y voient une sorte de trajectoire maçonnique. Alors pourquoi ? D'abord, on a un début sous la forme d'un adagio, qui sera suivi d'un allegro, mais les deux sont dans le même mouvement, toujours le premier mouvement. Dans le premier mouvement, il y a un adagio et un allegro. Cet adagio, en fait, au début, il est dissonant. Il y a des frottements harmoniques, il y a des disharmonies, il y a une atmosphère très sombre, presque atonale. Voyez, et effectivement, le violoncelle commence, c'est une tonalité très sombre, c'est le violoncelle qui commence, très sombre, suivi ensuite, très grave, de l'alto, et ensuite il y a les violons qui viennent, mais c'est une atmosphère effectivement de profonde tristesse, de désarroi quelque part. Et puis, effectivement, après, on va avoir, après cet adagio assez surprenant, ça anticipe presque les derniers quatuors de Beethoven, on a un allegro, cette fois en ut majeur, serein, lumineux, voyez, tranquille, qui effectivement pourrait nous faire penser qu'on passe en fait de l'ombre avant l'initiation à une forme de lumière après l'initiation. Alors, j'ai exhumé un document en langue allemande, Rede über die Leiden und Freuden, dans les loges maçonniques de l'époque. Ça veut dire en fait un discours sur les peines et les joies des maçons. Je l'ai traduit, je vous le lis. Le maçon voyage, c'est-à-dire qu'il apprend à vivre. Mes frères, vous avez fait un double voyage. Un voyage d'apprenti sur un chemin accidenté et semé d'épines. Et un voyage de compagnon sur un chemin plat et fleuri, l'allegro. Celui qui n'a jamais souffert ne pourra jamais connaître la jouissance. Et celui qui n'a jamais réussi à connaître la jouissance ne pourra jamais souffrir. Cette double vérité qui réside dans la nature de l'être humain est, mes frères, celle à laquelle la maçonnerie veut vous rendre attentif pour votre double voyage. Eh bien, peut-être que ce double voyage, il est incarné ici, quelques semaines après l'initiation de Mozart, dans ce quatuor dit des dissonances.
Vous voyez ce contraste entre l'adagio introductif et cet allegro qui suit. Alors projetons-nous, puisqu'on est, on est toujours dans le parcours maçonnique de Mozart, sur un plan chronologique, projetons-nous à sa dernière sortie. Nous sommes donc le 17 novembre 1791. C'est sa toute dernière sortie, et il sort pour inaugurer le nouveau temple de sa loge, l'Espérance nouvellement couronnée. Et là, il compose la cantate Köchel 623, qu'il dirige et qui s'intitule « Éloge de l'amitié ». Et cette œuvre, c'est la dernière qui figure sur son catalogue, manuscrit, puisqu'à partir de 1784, il tient un catalogue de ses œuvres, et la dernière œuvre, c'est pas le Requiem ni la flûte enchantée, c'est avant ça, c'est cet éloge de l'amitié. Donc on va entendre le chœur final en ut majeur, qui célèbre les vertus de l'amitié, de la fraternité. En fait, c'est un hymne, presque un hymne à la joie, vous voyez, mozartien, qui s'inscrit positivement, de façon optimiste vers l'avenir. Et le chœur dit que le guesson des instruments proclame à voix haute notre joie. Et c'est Mozart qui dirige cette cantate. Nous sommes le 17 novembre, il rentre de cette réunion en loge et sa femme Constance témoigne, il est revenu exalté. Et nous sommes le 17 novembre, il s'alite donc le 19 novembre et il meurt dans la nuit du 4 au 5 décembre. Alors justement, Mozart décède prématurément, donc il aura eu 36 ans au mois de janvier, et en 1792, un des franc-maçon donc de sa loge, Karl Friedrich Heinzler, lit un texte d'hommage. Je vous le lis. Le grand maître de l'univers a voulu retirer de la chaîne l'un de nos membres les plus aimés et les plus méritants. Qui ne le connaissait pas? Qui ne l'estimait? Qui ne l'aimait? Notre digne frère Mozart, maçon par la raison et par l'esprit, qui n'oublia jamais de se conduire en être humain. Fin de citation. Donc voyez à quel point Mozart est aimé, respecté, admiré par ses frères maçons. D'ailleurs, ils aideront la veuve, parce que la veuve, Mozart meurt avec des dettes, il gagnait beaucoup d'argent, mais il dépensait tout. C'est un panier percé, d'accord ? Il gagnait à peu près les revenus d'un patron aujourd'hui de l'industrie du commerce, un patron d'une grosse PME, on dirait aujourd'hui. Il avait des gros revenus. Seulement, il ne touchait de l'argent que s'il travaillait, parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc, si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, c'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé. 626 œuvres en à peine 36 ans de vie.
C'est beaucoup de travail. 20 opéras. Des dettes, et donc la veuve, elle sera aidée par l'empereur, François II, et puis ensuite, elle sera aidée par les francs-maçons. Les frères vont l'aider. Et puis, petit détail émouvant, c'est qu'un des deux fils de Mozart, Frank Xaver, deviendra lui-même franc-maçon. Je crois dans une loge, il était précepteur à Lviv. À l'époque, ça s'appelait Lemberg, Lvov, c'est en Ukraine maintenant. Il a été initié là ou en Pologne, je ne sais plus exactement, mais il a été franc-maçon, donc Frank Xaver. Et il a été aussi compositeur, Frank Xaver Mozart. Et excellent pianiste, on s'en doute. Franc-maçon et catholique. Alors là, si vous voulez, il faut comprendre une chose, c'est que je me suis aperçu, en regardant les statistiques, qu'il y a la troisième loge de Vienne, 90% étaient catholiques. 90% des frères maçons de la troisième loge viennoise étaient catholiques. Donc il n'y avait aucune incompatibilité, si vous voulez, entre être catholique et être maçon. Ça, c'est la première chose. Alors il y a ceux qui disent « Oui, mais à partir du moment où il est devenu franc-maçon, il s'est complètement désintéressé de la musique d'église, il a pris ses distances vis-à-vis de la religion catholique. » Je ne suis pas convaincu. D'abord, sachez que quand il était à Salzbourg, il avait d'excellentes relations avec l'abbé Bullinger, qui était donc l'abbé de Salzbourg. Il y a une correspondance, hein, il appelle mon très cher ami. Donc, excellent rapport avec l'abbé de Salzbourg. Je vous ai parlé du padre Martini, qui a été un de ses professeurs et qui était aussi un homme d'église. Bon, bref, il avait d'excellentes relations avec les hommes d'église. En 1791, pour des raisons financières, mais pas seulement, il postule, tenez-vous bien, au poste de Vice-Kapellmeister de la Stephansdom de Vienne, de la cathédrale de Vienne, dans l'idée que celui qui était en poste était vieillissant et malade, de le remplacer. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est contre la religion catholique qui postule au poste de Kapellmeister de la cathédrale de Vienne. Il commence une messe en ré mineur en 1791. Il nous en reste d'ailleurs un Kyrie absolument sublime, hein, Köchel 341. Très intense, très profond. Et puis, n'oublions pas l'Ave Verum Corpus, juin 1791. Si on veut connaître la relation que Mozart entretenait avec Dieu, vous écoutez l'Ave Verum Corpus. On a tout compris. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, il y a une fusion qui s'opère, en fait. Il y a les deux cercles concentriques de Albert Einstein, hein,
Alfred Einstein, il dit dans son livre sur Mozart, il dit au fond, il y avait 2 cercles concentriques. Le premier, c'est le credo catholique, c'est la foi catholique de Mozart, qui n'a jamais abandonné. Et le deuxième qui l'englobe, c'est la pratique maçonnique. Mais là, on peut dire que même, si vous voulez, il y a une sorte de fusion qui s'opère entre la spiritualité maçonnique et sa foi catholique. Et j'en veux pour preuve que, et là on ne l'écoutera pas, mais je vous renvoie si ça vous intéresse, il compose en 1789 un adagio maçonnique pour corps anglais, 2 corps et basson, Köchel 580. Si vous écoutez donc cet adagio maçonnique, vous retrouvez exactement le thème de la Verum Corpus. Et là, donc, on a bien, si vous voulez, voyez, une spiritualité profonde qui s'incarne à la fois, 1, dans la musique maçonnique, strictement maçonnique, et 2, dans la musique religieuse, dans la musique sacrée. Les 2 fusionnent l'une avec l'autre. Alors, 3e partie, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, entre guillemets, il y avait encore 2 extraits, mais c'est la dernière partie, il y aura une conclusion après. Et puis après, je répondrai à vos questions, si vous avez bien sûr des questions, ou des observations, ou des ajouts. Alors, la musique maçonnique de Mozart, si vous voulez, effectivement, on lit ici ou là qu'il a beaucoup composé pour les loges maçonniques. Certains musicologues très sérieux comptent 12 œuvres spécifiquement maçonniques. On peut pousser jusqu'à 15 ou 20 sur 626 œuvres. C'est pas en 7 ans de temps, on ne peut pas dire que ça soit... D'accord ? Donc, il a composé pour les loges maçonniques, mais enfin, ça reste quand même relativement marginal, même s'il y a des œuvres absolument magnifiques, on va en entendre une ici maintenant. Ensuite, si vous voulez, il a composé pendant 3 périodes bien spécifiques. Vous imaginez que quand il est devenu maçon en décembre 1784, il est gonflé à bloc, et là il se dit « Waouh, je vais composer pour la maçonnerie ». Et là, donc en 1785, on a pas mal d'œuvres maçonniques spécifiquement maçonniques. Et même le Quatuor des dissonances, dont on sent qu'il y a probablement une symbolique maçonnique. Puis après, ça s'arrête. Il reprend qu'au printemps-été 1788. Là, il y a un regain de composition maçonnique. Et après, enfin, en apothéose, en 1791, avec notamment la flûte enchantée, mais aussi le concerto pour clarinette, qui avait été joué par Anton Stadler, qui était lui-même franc-maçon. Donc certains y voient également une sorte de quête de sérénité maçonnique de ce concerto. Donc il a composé de la musique à la fois pour le temple, pour les travaux du temple, pour les agapes et pour les festivités. Vous vous rappelez, la Maurer Freude, c'était pour la festivité qui venait célébrer le travail de Ignaz Hornborn. Donc vous voyez, il y avait plusieurs, j'allais dire, objets de sa musique. Et l'intérêt, si vous voulez, de la musique maçonnique, c'est pour ça que souvent les chants maçonniques sont relativement simples. L'idée, c'est que tout le monde y participe, que les frères puissent également chanter. Il ne faut pas que ce soit des mélodies trop complexes à chanter. Alors justement, qu'est-ce qu'on a dans son œuvre maçonnique ? On a des lieds. Alors les lieds, c'est les chants. Donc ça peut être un chanteur. Là, on en a entendu un tout à l'heure, Adam Berger. D'accord ? Alors c'est souvent un professionnel. Parce que, amateur, il faut qu'il soit de très bon niveau. Après, il y a des lieds avec piano accompagné ou avec quelques instruments. Il y a les fameuses colonnes d'harmonie, donc les instruments avant les bois qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi, dans une des loges que Mozart fréquentait, il y avait un orgue. Donc Mozart, n'oublions pas, je l'avais dit, il avait été organiste à Salzbourg, il jouait de l'orgue. Et de temps en temps, Mozart improvisait aussi en loge, après les travaux de la loge. Et vous avez 2 types de musique. Vous avez des musiques à destination du temple et des musiques, comme on l'a vu tout à l'heure, Quatuor des dissonances, dont on pense qu'il y a une symbolique maçonnique. Dans les musiques à destination du temple, il y en a une qu'il ne faut pas rater, que vous connaissez probablement, mais qu'on va réécouter, qui est une œuvre qu'on a longtemps considérée comme étant une œuvre qui avait été composée pour célébrer la mort, le décès de 2 frères maçons de très haut rang, des aristocrates de très haut rang à Vienne. Mais les musicologues qui ont fait des enquêtes sérieuses sur le sujet se sont aperçus qu'en fait, cette cérémonie avait eu lieu au mois de décembre et que Mozart avait composé ça au mois de juillet. Donc là, il y a quand même un problème. A priori, donc, il apparaît que cette œuvre, cette musique funèbre et maçonnique, n'a pas été composée pour célébrer la mémoire de ces 2 frères décédés. Elle a été composée, en fait, dans l'esprit d'illustrer l'accession au grade de maître. Voilà. C'est ça que Mozart avait dans la tête lorsqu'il a composé cette œuvre. Alors là, il faut en dire 2 mots, parce que c'est le rituel donc d'accès au grade de maître, où le compagnon, en fait, doit reproduire un certain nombre d'étapes qui renvoient symboliquement à la mort et à la résurrection. Vous savez, c'est dans tous les rituels initiatiques, mourir à soi-même pour renaître sur d'autres bases. Alors, j'ai retrouvé... là aussi, dans des textes allemands,
de l'époque ce qu'on disait pendant le rituel d'accès au grade de maître en Allemagne à cette époque, enfin à Vienne à cette époque. Je vous en lis quelques extraits. Notre vie entière n'est qu'un voyage vers la mort. Ça, c'est le deuxième superviseur. Et ça, Mozart l'a entendu de ses propres oreilles puisqu'il l'a vécu lui-même. Non seulement personnellement, mais il a assisté à plein d'accès au rituel de maître, dans d'autres loges. Donc le deuxième superviseur dit « Notre vie entière n'est qu'un voyage vers la mort ». Le vénérable dit « Pensez à la mort » et il donne un grand coup de maillet. Le deuxième superviseur ajoute « Une connaissance précoce de la mort est la meilleure école de la vie ». Le vénérable ajoute « Pensez à la mort, elle est inévitable ». Le deuxième superviseur ajoute « Le voyage vers la mort est un voyage vers notre accomplissement ». Le vénérable, à la fin, conclut « Nous pouvons nous libérer de la tristesse qui a enveloppé notre temple ». Fin de citation. Eh bien, Mozart a vécu ce rituel en janvier 1785, et dans cette œuvre absolument sublime, il l'a retranscrit musicalement. Comment ? Ça, c'est comme l'ouverture de la flûte enchantée, il faut en dire deux mots. Eh bien, c'est un moment de méditation sur la mort. Mais dans le but de célébrer l'accès à une nouvelle vie. Ça commence par, effectivement, une musique particulièrement sombre, teintée d'angoisse métaphysique, plaintive, déchirante. Il y a deux hautbois qui commencent seuls, auxquels répond une masse sombre constituée de 3 coups de basset, un contrebasson et deux corps. Il y a une espèce de dialogue entre les instruments à bois, sombre, sinistre, lugubre. Ensuite, il y a un dialogue entre les hautbois et les corps et les bassons, dans la première partie. Et puis après, il y a les cordes qui arrivent, un peu plus tardivement, avec des figures arpégées très expressives. Ça, c'est le début. Mais alors là où ça devient absolument sublimissime, c'est exactement comme dans l'ouverture de la flûte enchantée, on a un épisode à la mesure 25, au milieu donc, de cette musique, qui est proprement religieux. Vous parlez de la fusion tout à l'heure. Oui, pourquoi ? Parce qu'il intègre un chant grégorien. Vous voyez ? Comme d'ailleurs Beethoven dans sa Missa Solemnis, dans le Credo. Il intègre un chant grégorien, Lamentatio Jeremia. C'est le prophète Jérémie qui se lamente, qui se plaint de la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem dans l'Ancien Testament. C'est un texte saint, c'est de la musique sacrée, qui est incorporée là dans une musique instrumentale. Vous voyez ? Et puis après, à l'extrême fin de cette musique, comme souvent, on a un thème resplendissant, cette fois on passe en ut majeur. On transcende la mort pour accéder à un autre niveau de la conscience. Eh bien, écoutons, si vous voulez bien, cette œuvre qui a été donnée pour la première fois le 12 août 1785, sous la direction de Mozart lui-même, musique funèbre et maçonnique.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'un certain nombre de musicologues, et non des moindres, je pense à Jean-Victor Ockar, Alfred Einstein, voient dans la musique profane de Mozart, celle qui succède à son initiation maçonnique, voient un certain nombre, voire même la totalité des œuvres qui seraient, empreintes de symbolique maçonnique. Alors, qu'est-ce qui leur fait dire ça ? Bien, d'abord, vous avez le rythme ternaire, les fameuses batteries. Donc à partir du moment où on entend un rythme ternaire, ou 3 accords, par exemple au début de la symphonie 39, par exemple, en mi bémol majeur, on dit, tiens, voilà, c'est maçonnique. Idem pour l'ouverture de la flûte enchantée, qui commence en mi bémol majeur avec 3 bémols à la clé. Bon, ça, c'est le rythme ternaire. Ensuite, ils trouvent des intervalles de tierces, alors là, c'est technique, des intervalles de tierces, des triolets, toujours le 3, etc. Bon, pourquoi pas ? Ensuite, on lui dit, oui, mais dans les œuvres à tonalité maçonnique, où il y a une symbolique maçonnique forte, il y a des notes qui sont liées par 2. Ce qui nous donnerait l'idée d'une fraternité, vous voyez, entre les notes et donc entre les hommes et donc entre les frères. Ou plutôt entre les frères et donc avec les hommes. Bon. Pourquoi pas ? Après, on nous dit, oui, mais il y a des instruments maçonniques. Alors, je vous parlais du corps de basset, le basson, la clarinette, etc. Peut-être. Bon. Après, on nous dit, oui, mais il y a une fugue. Ah, la fugue, c'est la construction du temple. Jean-Sébastien Bach a composé énormément de fugues, je ne pense pas qu'à l'époque il était franc-maçon. Peut-être peut-être que ça veut dire ça parfois, mais peut-être que ça ne veut pas le dire des fois. Vous savez, une œuvre d'art, c'est toujours, je vous l'ai dit, il y a toujours une part de mystère. C'est complexe une œuvre d'art. On ne peut pas la réduire comme ça à quelque chose qui me semble un peu systématique. Vous voyez ? Donc il faut faire attention parce que là, par exemple, vous avez des gens qui vous disent mais le mi bémol majeur, d'accord, mais enfin ça existait avant la franc-maçonnerie, ça existera après. Il y a des œuvres qui sont en mi bémol majeur et qui ne sont pas maçonniques. De même qu'il y a des œuvres qui sont parfois en mi bémol majeur et qui le sont. Donc méfions-nous de tout systématisme, me semble-t-il. En conclusion, je souhaite vous renvoyer à un épisode qui se déroule à l'acte 1 de la flûte enchantée. Tamino, la reine de la nuit lui a dit, tu sais Tamino, ma fille, Pamina, elle est tenue prisonnière des mains d'un démon, à une Bösewicht. Si tu la délivres, tu obtiendras sa main. Là, on est en plein conte de fées. Alors Tamino dit, oui. En plus, il voit le portrait, il tombe follement amoureux, je vais aller délivrer Pamina. Bon, sauf qu'il se trouve devant 3 portes. Ah, ça, il n'a pas prévu le truc. Sagesse, raison, nature. Le grand prêtre ouvre la porte, et lui dit, qu'est-ce que tu viens chercher, mon jeune ami ? Il lui dit pas, je viens délivrer Pamina. Non. Il dit, je viens chercher l'amour et la vertu. La sagesse. Ok, alors il commence à parler avec le grand prêtre, et le grand prêtre, en fait, lui pose tout un tas de questions, et remet en cause sa représentation mentale. Il lui dit, as-tu vérifié tes sources ? Es-tu sûr que ce que la reine de la nuit t'a dit est la vérité ? Alors là, Tamino, il est complètement perdu. Il s'agenouille, il dit, ô nuit éternelle, quand cesseras-tu ? Quand mes yeux reverront-elles la lumière ? Eh bien là, c'est Mozart lui-même qui nous parle, vous voyez, à travers Tamino. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Mozart, il est Tamino, oui, mais il est aussi Papageno. Il est Papageno. Celui dont il fredonne le premier air la veille de sa mort, nous dit Constance. Celui qui aime la vie, qui aime la bonne chair, qui aime rire, qui aime les bals masqués, qui aime faire des farces. Vous voyez, celui qui dépense l'argent à tort et à travers. Il est aussi Papageno. Donc ne l'enfermons pas dans le Tamino, il est Tamino, mais il est aussi Papageno. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, la valeur de sa musique et de sa personne. Celui qui fait dire à Papageno, dont certains pensent que, j'ai entendu ici ou là une de vos sœurs qui dit oui, mais c'est le servant Papageno. C'est celui qui vient servir l'élite. Sous-entendu, il n'est pas digne de participer à l'élite. Comment ça ? Papageno, qui à l'acte 1 chante avec Pamina en mi bémol majeur, hommes et femmes, femmes et hommes, par l'amour, atteignent à la divinité. C'est un serveur, ça ? C'est un personnage mineur ? Non, il se hisse là, à ce moment-là, à un niveau de conscience absolument extraordinaire. C'est un être complexe, je vous l'ai dit, Mozart, et donc sa musique, elle est complexe. Vous voyez ? Et donc, méfions-nous effectivement de tout systématisme, de ne pas vouloir l'enfermer dans une grille de lecture qui serait une grille de lecture unique, fût-elle maçonnique. J'aime cette phrase de Karl Barth, grand théologien suisse, qui a écrit, suisse-allemand, qui a écrit un très bel ouvrage sur Mozart, je vous recommande. Il écrit « Mozart ne proclame pas de doctrine. Il n'impose rien à l'auditeur. Il n'exige rien.
il le libère. Mozart nous libère. Eh bien, pour illustrer en fait ce côté profondément humain, profondément attachant de Mozart, je vous propose de conclure en musique. Nous allons écouter l'Adagio et fugue pour cordes en ut mineur, Köchel 546, qu'il a composé en 1788, Annus Horribilis. Les Viennois ne s'intéressent plus à lui, il a de gros problèmes financiers, donc il est vraiment dans le désarroi le plus total. Et là, il compose un Adagio et fugue. Et cet Adagio et fugue, il va bien au-delà de la symbolique maçonnique. Parce qu'au début, on est au plus profond de la tristesse. D'accord ? On est en ut mineur. Vous allez entendre des tons plaintifs, mais pas seulement du maçon, là, de l'homme, de l'être Mozart, qui se plaint du sort qu'on lui réserve à Vienne. Et puis ensuite, il y a un silence. Et puis après, il y a une fugue qui surgit. Alors je ne sais pas si elle est maçonnique, celle-là, mais c'est l'idée que je suis au fond du désespoir, je suis au fond de la tristesse, mais je vais, par mon travail, par ma volonté, continuer le chemin, quoi qu'il arrive. Eh bien ça, c'est une leçon de vie, vous voyez, pour nous tous. Eh bien, écoutons, si vous voulez bien, cet Adagio et fugue. Alors, ça a été composé dans un premier temps pour un quatuor à cordes. Là, je vous propose une version pour orchestre à cordes. Et j'en aurai terminé après ces quelques notes de musique. Voilà. Donc, écoutons, si vous voulez bien, cet Adagio et fugue.
Voilà, c'est avec ces quelques notes de musique que je souhaitais clôturer mon intervention. Merci infiniment de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci de m'avoir donné la première occasion, cette occasion de parler, effectivement, c'est un thème que je n'avais jamais encore abordé finalement, cet aspect purement maçonnique à la fois de la personnalité et de la musique de Mozart. Donc merci infiniment de m'avoir donné cette occasion, que je vais pouvoir partager en plus en ligne sur YouTube avec d'autres personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir ou qui s'intéressent au sujet. Donc merci infiniment de votre écoute. Et puis bien sûr, si vous avez des observations, des ajouts, des questions, des commentaires, elles sont bienvenues, en tout cas pour ma part. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette connexion incroyable entre le clergé et la maçonnerie à l'époque, Oui. a permis à Mozart d'être aussi prolifique sur les deux tableaux? Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Que s'il avait été ailleurs, oui, sûrement. Il n'aurait pu jouer que sur un tableau. Exact. Le contexte était favorable. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il est en fait... Parce que je vous dis, il y en a qui disent, j'en ai même entendu dire, à partir du moment où il est entré en maçonnerie, il ne compose plus de musique sacrée. Alors c'est vrai qu'il en compose moins que quand il est à Salzbourg, puisqu'il a composé au total à peu près 20 messes. Mais n'oublions pas que la messe en ut mineure, elle date d'après son initiation. C'est une messe de requiem. Ouais. Le requiem, l'Ave Verum Corpus, et puis le Kyrie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qu'en 1788, si ma mémoire est bonne, il demande à sa sœur de lui envoyer une messe de Michael Haydn, qui était lui compositeur, le frère de Joseph Haydn, à Salzbourg. Donc vous voyez, dire qu'à partir du moment où il est entré en loge, paf, il y a une césure totale, c'est faux. C'est faux ça. Il a toujours moins, c'est sûr, parce qu'il était à Vienne, il n'était plus à Salzbourg, il n'était plus au service de Colloredo, il n'était pas obligé de composer des messes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, la musique sacrée, quelque part, répond à des normes. Il y a la messe, le Kyrie, le Gloria, le Credo, alors que la musique maçonnique, il a pu créer son propre espace de liberté et de création maçonnique. Mais cette connexion entre le clergé et la maçonnerie, elle était unique à Vienne ou on la voyait bien ailleurs encore? Je vous l'ai dit, la grande différence entre l'Aufklärung allemande et les Lumières françaises, c'est que les Lumières françaises, elles sont quand même clairement anticléricales, alors que l'Aufklärung allemande ne l'est pas. Même si, par exemple, prenons le père de Mozart, qui s'appelait Léopold, comme chacun sait, qui était un homme pieux, mais il n'aimait pas les curés. Vous voyez, il était pieux, il était catholique vraiment profond, mais il se méfiait un peu des curés. Voilà. Donc, mais effectivement, vous avez raison, ça a joué. Le contexte, vous savez, c'est Goethe qui disait, le contexte crée le texte. Comment, par exemple, expliquer Beethoven si on ne replace pas dans le contexte qui était celui de la Révolution française et de Napoléon aussi, la fameuse symphonie Eroica, ou Wagner, la Révolution industrielle. Vous voyez, le contexte crée le texte. Et Mozart est un homme des Lumières, donc forcément, il n'est pas perméable à l'esprit des Lumières. Oui, j'en prie. L'autre tonalité que le mi bémol majeur qui est typiquement maçonnique. Oui, lutte mineure, par exemple. Oui, alors ça c'est ceux qui voient du symbole maçonnique, qui disent lutte mineure, il y a trois dièses, etc. 3 bémols plutôt. Bon, voilà. Mais il y a aussi parfois les 3 dièses, ça les intéresse. Donc ils vont vous dire le mi bémol majeur et lutte mineure, c'est les deux, sont des tonalités maçonniques. Or, par exemple, la symphonie Eroica de Beethoven, elle est en mi bémol majeur. Beethoven n'a jamais été maçon, contrairement à ce que certains pensent. Beethoven fréquentait des maçons à Bonn, notamment à l'université où il a passé 1 an, mais il n'a jamais été franc-maçon lui-même. Son professeur, par exemple, Neffeux, était franc-maçon. Il connaissait des maçons, mais il n'a jamais été franc-maçon lui-même. J'en prie. Oui. Moi, je vais juste faire un tout petit peu de publicité pour Eric. Mon père voulait savoir plus sur la flûte enchantée. Lisez son livre, il est absolument excellent. Et il explique beaucoup de choses. Et puis, j'ai eu l'occasion d'interviewer Eric pour Masonica, qui est la revue du groupe de recherche Alpina. Justement, on fait de la recherche académique sur différents thèmes maçonniques. Et c'est un nouveau regard sur Mozart et la flûte enchantée. Et ce qui est intéressant avec Eric, c'est qu'il a une approche beaucoup plus détaillée, approfondie de Mozart, et toute la symbolique, avec aussi beaucoup de respect sur les fantasmes qu'on a autour de Mozart. Et une des choses intéressantes, notamment, que Eric me raconte, et tu pourras peut-être le préciser, il y a une légende qui dit que Mozart aurait été assassiné par ses frères parce qu'il a révélé des secrets maçonniques dans la flûte enchantée. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est le maréchal Eric Ludendorff, qui était un maréchal qui a perdu la guerre 14-18 et qui était un antisémite et un anti-maçon convaincu, et avec sa femme, il a écrit plusieurs livres contre la franc-maçonnerie et les juifs.
Et dans ce livre-là, il a répondu cette légende pour dire faites attention, si vous entrez dans la maçonnerie, si vous trahissez, on va vous tuer comme ils l'ont fait pour Mozart. Et je ne sais pas si tu veux peut-être dire autre chose, et si jamais j'ai quelques brochures ici, et vous trouvez ça sur le site du groupe de recherche Alpina. Désolé, c'est un petit moment de pub, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'Eric a contribué à nos recherches. Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est Ludendorff, effectivement, qui a fait courir ce bruit qu'il aurait été assassiné, vous imaginez, par ses frères maçons, parce qu'il aurait dévoilé des secrets maçonniques. D'abord, pourquoi aurait-il dévoilé des secrets maçonniques, déjà ? La Flûte enchantée, c'est un opéra qui a été créé dans un faubourg de Vienne, devant un public assez bigarré et plutôt populaire. Ça leur passait complètement au-dessus de la tête, hein. Hormis quelques initiés qui peut-être pouvaient percevoir ici ou là quelques symboles. Pour les autres, non. Donc il n'y avait pas de volonté de dévoiler quelques secrets que ce soit. Et puis après, effectivement, Ludendorff a... Mais ça a été repris, hein. Comme souvent, ce genre de bêtises, ça perdure malheureusement. Ça, c'est comme la tempête de neige, hein. On dit oui, mais le jour où Mozart est mort, la famille n'a pas pu suivre, les amis n'ont pas pu suivre parce qu'il y avait une tempête de neige. Donc, il y a un bulletin météo, il faisait brumeux et doux, humide, doux. Il n'y avait pas de tempête de neige, mais c'est plus romantique, vous voyez. Sauf qu'on ne pouvait pas accompagner le corps parce qu'il y avait crainte d'épidémie. Et donc, on s'arrêtait à la porte de la ville. Effectivement, on laissait partir les corps en calèche au cimetière Saint-Marc. C'est-à-dire, pour la petite histoire, j'étais à Vienne il y a 3 semaines, un mois. Là. Je suis allé écouter un concert, je prends le taxi. Je sors de l'aéroport, je prends le taxi, j'arrive sur la voie rapide, là, et je vois à un moment Sainte-Marx, le cimetière Sainte-Marx. Et je voyais les arbres du cimetière. Et ça m'a touché, ça m'a ému. Je me dis, mais j'arrive à Vienne, là, je ne suis même pas encore dans le centre de la ville, et je vois Sainte-Marx. Et j'étais allé plusieurs fois dans le cimetière, je voyais les arbres, parce qu'il y a l'autoroute qui passe maintenant. Avant, c'était à la campagne où était enterré Mozart. Mais ça m'avait touché, je me dis, mais c'est incroyable cette ville, quoi. Vienne, c'est fou, quoi. Vous sortez de l'aéroport, vous êtes dans le taxi, vous voyez déjà l'endroit. J'étais à 500 mètres de la tombe de Mozart. Oui. En fin de compte, parlant de secret maçonnique, vous devez définir une fois ce que c'est. Oui, bah oui. Merci encore. Du point de vue de sa relation avec la maçonnerie, pour moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir finalement la raison de l'écriture de ses œuvres. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été poussé par une raison pécuniaire, ou il les a écrits parce qu'on les a mandaté de le faire pour de l'argent, ou est-ce que ça répondait à une forme d'expression de son parcours maçonnique personnel? Oui, alors, donc, si on prend l'œuvre de Mozart dans sa totalité, on peut dire, sans se tromper, qu'à peu près 90% de ses œuvres ont été composées sur commande. D'accord ? Il n'y a guère que par exemple, les trois dernières symphonies, 39, 40 et 41, qui ont été composées sans commande. La Verum aussi, par exemple. Bon. Donc déjà, et je vous l'ai dit pourquoi, parce que il fallait vivre, hein. Il ne vivait que de son travail, rien d'autre. Hein. En ce qui concerne donc les œuvres spécifiquement maçonniques, d'accord, je vous ai dit qu'il y en avait à peu près entre 12 et 15, quoi. Il y a eu une seule commande. Vous voyez, tout le reste, il l'a composé spontanément. Alors, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que peut-être que le quatuor des dissonances, ce qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, a priori, d'après ce que j'ai pu en lire, hein, il n'a pas fait de planche. Il n'a pas fait de planche. D'abord parce qu'il n'en avait pas le temps, vous imaginez. 626 œuvres en 36 ans de vie, c'est du boulot. Hein. Plus le rapport avec les éditeurs, plus les leçons de piano. Il a donné des leçons de piano toute sa vie. Hein. Ça l'embêtait, mais il fallait gagner de l'argent. Il lui donnait des leçons de piano. Bon, bref, son père décrit son emploi du temps quand il vient en 1785 à Vienne. Il dit c'est de la folie, ça n'arrête pas, quoi. C'est un mouvement brownien. Hein. On se lève à 8 heures, on se couche à 1 heure. Enfin, bon, ça n'arrête pas. Le piano, il va, il vient. Bon. Donc, en fait, il n'en avait pas le temps, je pense, de préparer des planches. Par contre, il est probable que dans la loge qu'il fréquentait, ou même celle de von Born, on lui a dit, bah, écoute, tu vas nous faire une planche en musique. Voilà. Mais ça, on n'en a pas les preuves. Il est possible que ce quatuor des dissonances, ça soit peut-être une de ses premières planches musicales. On ne sait pas. Ça, c'est le mystère dont je parlais tout à l'heure. Hein. Mais pour répondre clairement à ta question, la plupart de la musique maçonnique qu'il a composée, ce n'est pas une commande officielle de la loge, c'est parce que lui, spontanément, il voulait participer, avec son talent propre qui était celui de compositeur, à la vie de la loge. Parce que ce n'était pas, soyons clairs, hein, Mozart n'était pas un intellectuel. Beethoven était un intellectuel. Wagner était un intellectuel. Mais Mozart n'était pas idiot, loin de là. Il s'intéressait. Mais
la chose publique, la chose philosophique ne l'intéressait pas. D'abord, il n'en avait pas le temps, et puis ce n'était pas sa personnalité. Hein. C'était quelqu'un qui aimait la vie. Hein. C'était quelqu'un qui aimait la vie sous toutes ses formes. Hein. Voilà. Donc, il ne passait pas son temps à lire. D'abord, un, il n'en avait pas le temps, et deux, il n'en avait pas forcément l'envie.